De Kinsey à Masneff, la pédophilie de réseau. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Avec Colombe, nous avons le plaisir d'accueillir Francesca J., journaliste et auteure du livre L'arme la plus meurtrière, et Marion Sigaud, conférencière et auteure de nombreux ouvrages, le plus récent étant De l'amour, du crime, du sexe et des enfants. Ce dernier étant consacré à l'écrivain pédocriminel Gabriel Masneff. Mais pas seulement. Lui-même se revendiquant d'appartenir à une secte, nous allons donc replacer Masneff dans son contexte de la pédophilie autrefois cachée et aujourd'hui mise en avant. Nous allons essayer de comprendre comment et pourquoi et surtout par qui. Marion Sigaud nous apportera les clés historiques, notamment les recherches qu'elle a publiées dans son livre La Marche rouge en 2009 puis en 2015 avec une autre maison d'édition, et ainsi que son analyse psychologique de Masneff. Et Francesca J., qui est sortie de l'emprise de Gabriel Masneff, expliquera comment et pourquoi on l'a empêchée de publier un livre où elle le dénonçait, qui est intitulé Le crocodile, 14 ans avant celui de Vanessa Springora, Le consentement. Marion, pouvez-vous vous présenter et nous parler de vos recherches sur le premier réseau pédophile que vous avez découvert sous l'Ancien Régime? Alors bonjour, je m'appelle Marion Sigaud, je suis née en 1950, je suis sur ce combat depuis maintenant une bonne trentaine d'années. J'ai découvert en m'installant à la campagne, alors j'ai écrit un certain nombre de livres, j'ai commencé il y a longtemps à écrire des livres, j'ai écrit beaucoup sur des sujets à la fois personnels et un peu internationaux, si je peux me permettre, puisque j'ai beaucoup travaillé sur Israël et la Palestine, également sur l'immigration des Juifs russes en Israël. Enfin, ce sont des sujets qui n'ont aucun rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Mais en 1995, je me suis installée à la campagne et à peine arrivée à la campagne où j'avais décidé de vivre et pour passer le restant de mes jours, j'ai découvert la réalité des réseaux pédocriminels. J'ai été épouvantée de ce que j'ai découvert. Je n'ai pas compris pourquoi ça me tombait dessus. J'ai pris ça comme un coup du destin parce que j'ai été tranquille, j'étais heureuse, j'étais vraiment bien et j'avais pas besoin de me lancer dans un combat comme ça. Et j'ai senti que c'était un combat parce que j'ai bien vu que c'était des atrocités qui étaient cachées, scellées et couvertes par des gens ignobles, abominables et extrêmement dangereux. Donc, quand j'ai compris que j'étais impuissante à faire quelque chose, j'ai décidé d'aller chercher, de faire un travail intellectuel, de faire un travail de recherche pour voir. Alors, j'ai toujours été passionnée d'histoire par intérêt personnel. J'ai toujours lu des livres d'histoire, beaucoup de livres d'histoire et que des livres d'histoire. Donc, j'ai décidé de regarder dans l'histoire s'il y avait des signes de ce genre d'atrocité. Parce que les crimes contre les enfants, la façon dont on nous les a présentés au début, la façon dont on les a découverts, on a eu l'impression que c'était une nouveauté. Je me suis dit, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Donc, j'ai commencé à courir les bibliothèques et en courant les bibliothèques, j'ai découvert un certain Gabriel Masneff. J'ai été tellement horrifiée de ce que j'ai découvert que j'ai décidé d'approfondir, d'aller plus avant et de reprendre des études d'histoire. J'ai compris que c'est dans l'histoire que j'allais trouver la réponse. Alors d'une part, en faisant de l'histoire, on risque pas de se trouver devant la 17e chambre. Hein. Si j'accuse Voltaire, il n'y en a pas de chercher. Donc en faisant de l'histoire, on simplifie particulièrement les choses, mais surtout, on donne un recul et une profondeur qui permet, en expliquant le passé, de comprendre le présent. Et moi, ce que j'ai découvert en histoire, alors c'est ce que je vais vous raconter, c'est absolument étonnant, je veux dire, c'est confondant. J'ai traîné, j'ai étudié pendant des heures et des jours aux archives de l'assistance publique. Personne avant moi n'avait regardé ces registres et ces documents de la façon dont je l'ai fait. C'est incroyable, c'est incroyable. Ces archives existent depuis 250 ans et personne ne les avait ouvertes quand je les ai ouvertes. Alors, je vais vous raconter ce que j'ai découvert. Alors, en histoire, en 1652, la France relevait d'une guerre civile qui s'appelle la Fronde. Et le roi Louis XIV, qui était jeune et inexpérimenté, accepta de confier à une coterie de magistrats prompts à la rébellion, parce que la Fronde, à l'origine, c'était une révolte de magistrats contre l'autorité royale. Donc le roi a accepté de confier, à la fin de la guerre civile, à ces magistrats la destinée de milliers de miséreux qui hantaient les villes et les campagnes, et dont les magistrats en question prétendaient qu'eux avaient une solution. Alors, qu'est-ce que c'était les miséreux qui hantaient les villes et les campagnes? Eh bien, vous aviez des pauvres victimes des événements. Dans une guerre civile, vous avez des gens qui perdent leur maison, qui perdent leurs biens, qui perdent leur subsistance et qui
qui erdent à la recherche d'un abri ou d'un peu de pain, et vous aviez également les gueux organisés en bandes de professionnels pour détrousser les passants ou exciter la pitié. Donc les magistrats ont proposé en 1652, donc au lendemain de la Fronde, ils ont proposé à Louis XIV de s'en occuper. Ils ont dit, voilà, Majesté, nous avons un projet tout prêt. Si vous acceptez de nous laisser nous en charger, nous allons régler le problème de la mendicité agressive dans les villes. Alors, vous aviez des gens qui se plaignaient en disant, on peut pas mettre un pied dehors sans être agressé par des gens qui vous exhibent leurs moignons. Alors, quelquefois, c'était des faux moignons, mais quelquefois, c'était des vrais. Donc, il y avait des mesures de police à prendre. Et les magistrats du Parlement de Paris ont dit au roi, Majesté, nous avons un projet, ça s'appelle l'hôpital général, et le roi a signé. Voilà. Alors c'est un petit peu surprenant, mais il a signé. Alors, ce que ces magistrats proposaient, c'était le renfermement des mendiants. Renfermer dans l'ancien français, ça veut dire interner, en fait. Quand vous prenez quelqu'un et que vous le mettez dans un asile, par exemple, ça s'appelle un renfermement. Donc, il proposait de renfermer les mendiants, et en fait, c'était pas seulement les mendiants, c'est tous les pauvres qui se trouvaient hors d'état de se soutenir. Votre maison avait brûlé, ben vous n'avez plus qu'à vous laisser enfermer à l'hôpital général. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y avait plus d'autres solutions. Avant l'hôpital général, il y avait des solutions religieuses. Il y avait toujours une association caritative susceptible de venir en aide aux miséreux. À partir de la création de l'hôpital général, dès que vous n'êtes plus en état de vous soutenir, vous êtes obligé de vous laisser renfermer à l'hôpital général. Et alors, dans cet hôpital général, on convergeait sous l'unique autorité des juges du Parlement de Paris, les femmes et les jeunes filles à la Salpêtrière à Paris, les hommes, alors je parle pour Paris, après ça s'est répandu sur toute la France, les hommes et les adolescents à Bicêtre, les Bicêtre c'est aujourd'hui la commune de Kremlin-Bicêtre, au sud de Paris, et les jeunes garçons, c'est-à-dire entre 5 et 12 ans, à la Pitié. La Pitié, c'est à l'heure actuelle à côté du Jardin des Plantes à Paris. Les tout petits, de 0 à 2-3 ans, étaient reçus dans un établissement qui s'appelle La Couche. Et quand ils avaient l'âge, ils rejoignaient l'un ou d'autres des établissements, c'est-à-dire soit la Salpêtrière, soit la Pitié, la Salpêtrière pour les filles et la Pitié pour les petits garçons. Donc cette organisation de l'hôpital général était totalement opaque. Les choses avaient été faites que seuls les administrateurs pouvaient regarder ce qui s'y passait. Et si vous vouliez aller regarder ce qui se passait, il fallait, si vous vouliez écrire, et tenez-vous bien, j'ai trouvé ça dans le code de l'hôpital, si vous vouliez écrire un article sur l'hôpital général, il vous fallait l'autorisation écrite de 3 directeurs. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Alors, qui c'est qui va aller s'embêter, aller chercher des directeurs, vous voulez me signer là, que vous voulez bien que je vous fasse un article, enfin bon. Donc, c'était vraiment une organisation tout à fait opaque, qui a absorbé rapidement toutes les institutions charitables qui précédemment étaient entre les mains de l'Église, entre les gens d'église. Donc, il y a toujours eu des gens d'église qui portaient secours aux miséreux, aux orphelins, à ceci ou cela. Notamment, on connaît le grand monsieur Vincent, Vincent de Paul. Il avait une organisation qui s'occupait des tout petits. Vincent de Paul, malheureusement, est mort peu de temps après la création de l'hôpital général. Et hop, l'hôpital général a mis la main sur toute son œuvre et tout a été absorbé. Donc, tout ce qui portait secours aux miséreux ou aux enfants trouvés était sous la tutelle exclusive de messieurs les magistrats du Parlement de Paris, administrateurs de l'hôpital. Donc rapidement, il y a eu, alors depuis la création de l'hôpital général et ensuite dans tout le XVIIIe siècle suivant, des batailles homériques pour la direction et le contrôle de ce qui se passait à l'hôpital. Alors pourquoi? Voilà. Je ne peux pas vous raconter ça en 2 mots, c'est absolument homérique. Ça a été des bagarres invraisemblables qui sont terminées par des grèves générales de la magistrature. C'est absolument hallucinant. Ça a été une guerre insensée. La guerre consistant pour les magistrats à dire venez pas regarder ce qui se passe, et pour le roi et pour l'autorité de l'Église en disant qu'est-ce qui se passe là-dedans. Voilà. Et on ne le saura pas. Il faudra que Marion Sigaud passe 250 ans plus tard pour découvrir ce qui se passe. Bon, alors moi, en étudiant ça, en regardant ça, j'ai eu un fort soupçon qu'il y ait des affaires de mœurs dans l'hôpital général, qui justifiait que les magistrats ne veuillent pas qu'on aille y voir. Mais c'est juste un soupçon. Je dis, je vais aller voir. J'ai l'impression que ça ressemble à ça quand même. Donc, je suis allé étudier avec la plus grande minutie les registres d'entrée et de sortie, d'admission et de sortie, des femmes, des enfants, des petites filles, des petits garçons et des messieurs, enfin, sur les... Alors, je n'ai pas étudié les registres particulièrement à Bicêtre, parce que je ne pouvais pas tout faire, mais j'ai fait la Salpêtrière et la Pitié. Et j'ai fait également la couche. Enfin, j'ai vraiment fait avec un tableur, entrée, sortie, date, nom, prénom, donneur d'ordre. Enfin, j'ai vraiment fait des fiches extraordinaires. Et, mais des milliers, je crois, j'ai dû prendre 2000 noms. Et qu'est-ce qui m'est apparu?
Eh bien, sans l'ombre d'un doute possible, l'institution abritait un gigantesque trafic d'enfants. Un trafic d'enfants absolument énorme. C'était des enfants qui entraient dans l'institution pour y trouver du secours et qui, au bout de quelques mois, quelques années, mais souvent quelques mois, ressortaient et ne revenaient jamais. Et ils allaient où? Mystère et boule de gomme. Quand ils allaient chez quelqu'un, c'était marqué où? Quand ils allaient à l'hôpital, par exemple, à l'hôtel-Dieu pour se faire soigner, c'était entré à l'hôtel-Dieu le temps, revenu le temps. Quand ils mouraient, c'était marqué mort le temps. Si un parent les reprenait, ils avaient été repris par le... Là, ils disent, ils sortent et ils ne reviennent pas. Et il y en a qui sortent, qui reviennent, qui ressortent, qui reviennent, qui ressortent et qui ne reviennent plus. Mais c'est évident que c'était un trafic d'enfants. C'est évident que c'était un trafic d'enfants. Alors si quelqu'un a une autre hypothèse, je suis preneuse, mais ça va, j'ai assez étudié le truc. En plus de ça, on sait très bien qu'il y avait un goût du tendron à l'époque. Alors, il faut savoir que là, il y avait une prostitution qui était encadrée. La prostitution existait. Ce qu'on demandait aux prostituées, c'est de ne pas faire de scandale. À partir du moment où elles faisaient ça discrètement, il n'y avait pas de scandale. Prendre le pucelage d'un enfant, c'était un scandale. C'était même passible de la peine de mort. Donc, il était impensable pour un amateur de petits-enfants d'aller au bordel et de dire « moi, je voudrais une petite fille ou un petit garçon ». Impensable. Par contre, à l'hôpital, vous pouviez. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est évident que c'est comme ça que ça se passait. C'est comme ça que ça se passait. Alors, il y avait toute une littérature, ce qu'on appelle le siècle des Lumières, c'est également le siècle du libertinage. Il y a toute une littérature qui valorise que les petites filles et les petits garçons, c'est plus propre, c'est plus mignon, et puis pourquoi pas, et puis j'aime ça, et puis j'en ai besoin. Il y a même un auteur des Lumières qui a dit, moi, quand j'ai besoin d'écrire pour être inspiré, ben, j'ai besoin que un coup avant, et puis une petite fille, un petit garçon, ça me va, quoi. Voilà. Bon. Donc, ils n'allaient pas chercher ça au bordel, ils allaient où? Ils allaient où? Ben, on a compris. On a compris. Donc, l'existence d'un réseau pédocriminel n'est absolument plus douteuse maintenant, c'est une évidence. Et une rumeur, alors c'était pas vérifié, mais une rumeur, ça court quand même, disait que le roi Louis XV couchait avec des petites filles. Alors, il ne les prenait pas à l'hôpital général, ça c'est une évidence. Mais en attendant, comment voulez-vous qu'un roi à qui on met des petites filles dans son lit aille faire le ménage à l'hôpital général en disant « je veux savoir ce qui se passe, taisez-vous ». Il est bien évident que les magistrats le tenaient. Les magistrats le tenaient. Donc les magistrats ont fait ce qu'ils ont voulu. Il y a eu une bataille homérique pour la direction de l'hôpital général. Les magistrats ont essayé à un moment donné de faire mettre en prison l'archevêque de Paris, parce que l'archevêque de Paris devait siéger en droit à l'hôpital général. Ils ont tout fait pour l'empêcher de siéger. L'archevêque s'est obstiné et à un moment donné, il y a eu un mandat d'arrêt contre lui. Un mandat d'arrêt contre l'archevêque de Paris. Donc le roi a réussi à mettre l'archevêque à l'abri in extremis, et vous imaginez la guerre que c'était. La guerre que c'était, absolument insensé. Donc, au bout d'un moment, le roi avait quand même réussi à avoir le dernier mot, en principe, et puis hop, il a tout annulé. L'archevêque est parti regarder ailleurs, et les messieurs du Parlement ont repris leurs bonnes habitudes à l'hôpital général, comme si de rien n'était. Qu'est-ce qui s'était passé? Il est évident qu'il tenait le roi. Le roi a dit, bon, ben d'accord, vous dites rien pour... vous dites tiens pour les donzelles. Vous savez, on a l'habitude de croire que sous l'Ancien Régime, les filles étaient matures beaucoup plus jeunes qu'aujourd'hui, et que moi j'ai un jour quelqu'un qui m'a dit, mon prof d'histoire nous a dit, aujourd'hui à 20 ans, ça aurait été avant la Révolution, vous auriez déjà eu 3 ou 4 gosses. Bon ben, avant la Révolution, à 20 ans, on était à peine pubère, parce qu'on était pubère à 15 ans révolu qu'une fois 16. Hein, et l'âge moyen des noces des filles sous l'Ancien Régime à cette époque-là, c'était 24-25 ans. Donc c'est juste l'inverse. Donc si le roi couchait avec une gamine de 14 ans, c'était une petite fille, c'est comme ça qu'on disait à l'époque. Donc moi, ce que je comprends, c'est que le roi, grâce au travail acharné à l'opposition héroïque de l'archevêque de Paris et d'un certain nombre de gens, a réussi à comprendre qu'il fallait mettre de l'ordre à l'hôpital général, et devant la bronca, et il a été obligé de faire un coup de force, il a exilé le Parlement. Il a fait un coup de force, et brusquement, il est revenu en arrière, il a voté. Moi, à mon avis, c'est simplement parce qu'il était tenu par un chantage, et des juges qui se servent de petites filles et de petits garçons dans une institution charitable vont pas s'en laisser compter par un roi qui fait pareil. Hein. Donc tu dis rien, je dis rien, et puis voilà. C'est du moins ce que j'ai compris, mais jusqu'à preuve du contraire, je pense que c'est moi qui ai raison. Puis si je me suis trompé quelque part, je ne demande qu'à rectifier. Voilà. Donc c'est ça que j'ai découvert. J'ai relevé le nom, le prénom, la date d'entrée et la date de sortie d'environ 2000 petits-enfants. 2000 petits-enfants avec leur date de naissance, leur date de baptême, le nom de leur père, le nom de leur mère. Quelquefois, ces petits-enfants étaient là, ils n'étaient pas orphelins, ils étaient là comme pauvres. Quelquefois, ces petits-enfants avec leur mère dans la même institution, dans un autre dortoir. Si vous étiez une femme pauvre, que vous entriez à l'hôpital général avec votre petite fille à la main, vous entriez, on vous mettait dans un dortoir et vous ne revoyiez plus votre petite fille qu'elle est dans un autre dortoir. Et en l'occurrence, elle pouvait disparaître et ne jamais revenir. C'est une épouvante, c'est un cauchemar.
Ce que j'ai découvert à l'hôpital général, c'est un cauchemar. Et c'est ça qui m'a fait écrire La Marche rouge. Mais La Marche rouge, c'est en référence à une révolte de parents, mais c'est un autre sujet. N'en parlons pas aujourd'hui, sinon on va oublier Matzneff, et c'est quand même de lui qu'il est question. Donc j'ai découvert la réalité de réseaux pédocriminels organisés en haut lieu par des magistrats, c'est-à-dire juges et parties. Juge est parti, si votre enfant disparaît et que vous allez porter plainte au juge et que le juge c'est celui qui vous l'a, vous voyez ce que je veux dire, c'était absolument épouvantable, puis ça rappelle quelque chose quand même. Il y a des gens à qui ça évoque des réalités contemporaines. Francesca, pouvez-vous vous présenter également? Bonjour, donc je suis Francesca G. J'ai rencontré Gabriel Matzneff quand j'avais 15 ans, en 1973. Il m'a mis le grappin dessus tout de suite. Il était très très fort pour ça. Et moi, j'étais une jeune fille assez naïve et pas très protégée en fait. Et je me suis retrouvée dans une sorte de relation hypnotique avec lui. Très vite, c'était l'enfer, mais je n'ai pas réussi à le quitter. J'ai essayé plusieurs fois. Et lui ne se laissait pas quitter. Il se débrouillait toujours pour me récupérer. Et donc, cette histoire a duré jusqu'à ma majorité, presque 3 ans. Ensuite, j'ai fait ce que je pouvais pour l'oublier, pour ne plus y penser. Mais lui n'a pas arrêté de me harceler, surtout dans ses livres. Et il était repris par les journalistes qui l'entouraient, qui disaient la même chose sur moi, qui répétaient ses insultes. Et ces éditeurs laissaient tout passer. Que j'étais victime d'un harcèlement en bonne et due forme. Donc, je suis devenue journaliste, j'ai vécu à l'étranger, j'ai pas mal voyagé. Vers l'âge de 35 ans, je suis revenue en France, je me suis posée. Et là, toute cette histoire m'est retombée dessus. Et j'ai compris qu'il fallait que je l'affronte. Donc, je me suis mise à écrire dessus parce que, en fait, j'avais pas très confiance dans les psys. Et je pensais qu'il fallait que je règle ça par l'écriture. Donc, j'ai sorti mes archives et j'ai préparé un premier manuscrit. Ce manuscrit a été présenté en 1994 à une maison d'édition, le Mercure de France, par Marek Alter, qui était lecteur pour cette maison. On m'a dit que la note de lecture était favorable, que le comité de lecture a regardé le livre, et puis ils ont décidé de ne pas le publier. De toute façon, c'était pas un travail très abouti. J'avais encore beaucoup de mal à voir tous les... à bien analyser ce qui s'était passé et j'étais encore dans une sorte d'emprise vis-à-vis de lui, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de mal à me détacher de sa vision des choses et d'avoir la mienne. Le titre de ce premier manuscrit était « Autopsie d'une passion ». 10 ans plus tard, je décide de reprendre ce projet parce que le harcèlement n'avait pas cessé. Il pesait sur moi d'une façon qui était juste insupportable. Dès que j'y étais de nouveau, parce que tout ça était public, c'était pas tout ça. Je veux dire, Matzneff réglait ses comptes en public sur la place publique, et du coup, dès que je retombais sur quelque chose qu'il disait ou écrivait sur moi, ça me retraumatisait, ça me replongeait dans quelque chose de vraiment compliqué à vivre. Et puis bon, je voyais qu'il jouissait d'une impunité juste hallucinante qui m'indignait et qu'il était extrêmement protégé. Donc, il fallait absolument que je fasse un vrai manuscrit, hein, quelque chose de plus viable. Et donc là, j'ai raconté un peu mon histoire, mais surtout, j'ai fait une sorte d'enquête sur lui-même et sur son fonctionnement pathologique. Et pour qu'on ne m'accuse pas d'inventer, j'ai mis dans le manuscrit des centaines de citations de lui, dont la plupart sont tirées de livres qui sont aujourd'hui introuvables, puisque on en parlera plus tard, mais les livres de Matzneff ont été retirés de la circulation en grand nombre. Et ce manuscrit a eu plusieurs titres. Finalement, j'ai opté pour Le Crocodile. Et je m'apprête enfin à publier ce manuscrit de 2004 sous son titre « Le Crocodile ». Parce que je fais une petite précision, Francesca. Quand on parle de harcèlement que vous avez subi, c'est que toute votre histoire
a été notamment publié dans La Passion Francesca. Et il a, lui, Gabriel Maznev, publié des lettres que vous lui avez envoyées dans une période. Et il a omis, effectivement, dans le lot de lettres de Metzel, qui dénotait un peu plus l'enfer dans lequel vous viviez avec lui. Donc c'est ça, ce harcèlement. Il y a aussi un livre avec une de vos photos en page de couverture. Le livre avec ma photo, c'est vrai, et oui, c'est ça. Ce harcèlement, en fait, c'est qu'il il écrivait des choses extrêmement insultantes à mon égard, et puis extrêmement insultantes et indiscrètes. Et puis, il publiait mes lettres, il a publié mes lettres dans 2 de ses livres. Et en fait, il faisait tout pour qu'on me reconnaisse. Et comme j'étais dans un milieu qui était quand même assez proche du sien, puisque j'étais journaliste à Paris, en fait, tout le monde était au courant. Et je ne pouvais pas me défendre, je n'arrivais pas à me défendre. Si je peux me permettre, il a toujours demandé à ses entre guillemets victimes de lui écrire des lettres pour qu'il puisse s'en servir après. Oui, c'est ça. En fait, il avait un fétiche, il avait un vrai fétiche autour de ses lettres. Et donc, il a des collections invraisemblables de lettres, dizaines de femmes, jeunes filles, qu'il a d'ailleurs mises à l'abri dans un organisme qui s'appelle Institut des mémoires de l'édition contemporaine, l'IMEC, et il a toujours annoncé son intention de faire publier ses lettres après sa mort, quoi, quand plus personne ne pourrait le poursuivre. Bon, alors, là, je pense que ça va être un peu compliqué, mais c'était bien son intention, c'était de tout publier. Parce qu'en 2002, c'est ça la date clé. Quand Gabriel Maznev vous recontacte pour vous donner pour la première fois, vous demander pour la première fois l'autorisation de publier votre photo pour un de ses livres qui lui est consacré, vous êtes étonné parce que d'habitude, il se passe largement de l'autorisation de ses anciennes victimes. Il en prend les largesses, mais comme là, c'était un livre qui était édité en Belgique, j'imagine que voilà, l'éditeur a dû prendre toutes les précautions d'usage. Oui, c'est ça. À Paris, ils ne se gênaient pas. Oui, c'est ça. Et à Paris, les éditeurs ne se gênaient pas. Ils étaient absolument complices de ce harcèlement. Enfin, il n'y en a aucun qui ait refusé. Maznev a eu un certain nombre d'éditeurs. Les principaux étaient Gallimard et La Table Ronde, qui est de toute façon une filiale de Gallimard. Et bon, mais il y en a eu d'autres et aucun n'a jamais vu de problème à publier ce genre de prose, quoi. Et donc à cette occasion, vous en profitez pour lui demander un rendez-vous, pour une bonne fois pour toutes lui demander de cesser de publier des choses concernant votre histoire, votre vie. Et c'est la dernière fois que vous le voyez, c'était en 2002. Oui, c'est ça. Et après ça, donc, je sais pas, je ne travaillais plus. J'ai eu une période où j'ai cessé de travailler. Je venais de me marier, j'avais le temps, j'étais fâchée. Donc, je me suis mise à écrire et j'ai produit donc ce nouveau manuscrit intitulé Le Crocodile. Parce que Marion, vous avez cette vision-là de cette pédophilie qui, avant mai 68, était complètement cachée et l'omerta, et il y a eu un avant et un après mai 68. Oui. Et vous avez décortiqué tout ça quand vous avez rencontré Julie Fleischmann, qui a travaillé sur Alfred Kinsey, si vous pouvez nous en parler. Oui. À la fin des années 40 et au début des années 50 est paru aux États-Unis un double rapport qui se voulait scientifique sur la sexualité humaine. C'est la première fois qu'on allait parler du sexe en des termes non pas moraux ou religieux, mais en des termes scientifiques. Et le premier rapport sur la sexualité des hommes et le second sur la sexualité des femmes. Donc l'auteur, c'était Alfred Kinsey, entomologiste américain à l'université de l'Indiana, financé par l'Institut Rockefeller et qui a rendu public le fruit de ce qu'il disait être une approche scientifique des comportements sexuels humains. Donc vous avez l'Institut Rockefeller qui finance, Kinsey qui fait le travail et ensuite qui balance à la terre entière. Voilà le résultat d'une étude véritablement scientifique sur les comportements sexuels américain, en fait, américain. L'étude était américano-américaine. Ce rapport a traumatisé l'Amérique, qui a découvert que ce qu'elle croyait être des comportements déviants et à la marge, comme l'homosexualité, l'adultère, l'avortement, la prostitution, la masturbation, etc., était en fait l'affaire de tout le monde, et que si on voulait appliquer la loi dans sa rigueur, parce que les lois américaines étaient très, très rigoureuses concernant la moralité publique,
si on voulait appliquer la loi, il faudrait mettre plus de moitié des Américains en prison. Et c'était l'argument de Kinsey. Il disait, vous voulez appliquer la loi, ben, allons-y, mais moi, on vous explique qu'un homme sur 10 est homosexuel régulier et 9 sur 10 ont au moins essayé, quoi. Enfin, bon, je vous donne les chiffres comme ça à la louche, c'est pas forcément les bons, mais c'est dans l'esprit, c'est ce qu'il disait. Donc, il a présenté aux Américains une image d'eux-mêmes qui les a complètement traumatisés. Et la révolution sexuelle qui s'ensuivit a bouleversé le monde occidental. Et mai 68, c'est le moment où ce rapport Kinsey est arrivé en France. Donc la révolution sexuelle est arrivée en France en mai 68, et c'est là que ça s'est joué. Et moi, en mai 68, j'avais 18 ans. 17 ans, 18 ans dans la foulée. Donc, la préconisation la plus importante de Kinsey, alors, il vous fait un rapport, il dit voilà quelle est la réalité. Maintenant, moi, grand scientifique, une fois que vous avez la réalité, je vais vous préconiser mes solutions. Bon. Il dit la préconisation la plus importante de Kinsey concerne les enfants, dont il a assuré, preuve scientifique à l'appui, c'est toujours scientifique avec Kinsey, que les enfants étaient sexuels dès leur naissance. Et il a assuré que les enfants avaient le droit à leur liberté sexuelle, et que les seuls dommages qu'ils subissaient s'ils avaient des relations sexuelles avec des adultes, c'était l'hystérie de leurs crétins de parents qui les provoquait. C'est-à-dire que si les mères étaient moins, alors c'est du Matzneff ça, si les mères étaient moins hystériques, si les mères étaient moins odieuses, si les pères étaient moins jaloux de la sexualité de leurs enfants, un enfant qui couche avec un adulte, après il va se sentir très bien, fermer le banc, circuler, il n'y a rien à voir. Et ça c'est du Kinsey. C'est-à-dire que la pédophilie, maintenant c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, tout le monde fait tout, vous ne le saviez pas. Les enfants sont sexuels dès la naissance, et la pédophilie, ça ne peut pas être un crime, puisque tout ce qui est sexuel, c'est bien. Tout ce qui est sexuel, c'est bien. Or, il est avéré aujourd'hui, et le doute n'est plus du tout permis, et on le sait grâce aux travaux de l'admirable Judith Reisman, malheureusement décédée aujourd'hui, mais que j'ai bien connu, qui est devenu mon ami, il est avéré, et le doute n'est absolument pas permis à ce sujet, que Kinsey était rien moins que scientifique dans ses rapports. C'était un bon scientifique concernant les guêpes, concernant la sexualité humaine, c'était avant tout un pervers, un menteur, un manipulateur, un partouzeur, une horreur, et un manipulateur payé par Rockefeller et soutenu par la CIA pour renverser la morale publique. Et renverser la morale publique, ça consiste à livrer les femmes et les enfants sans défense aux prédateurs. Donc la révolution sexuelle, ça a eu pour but de... Alors, l'influence de Kinsey a été telle que le code pénal a été révisé. Vous imaginez ? On sort un livre et le code pénal est révisé à la baisse. C'est-à-dire, ça c'était un crime, non, ça passe. Ça c'était un crime, non, ça passe. Ça c'était un crime, ça sera un délit. C'était un délit, bon, bah non, ça passe. C'est absolument hallucinant. Tout a été, et alors le nombre de crimes sexuels a explosé. Moi je me souviens en mai 68, on disait, mais plus il y aura de liberté sexuelle, moins il y aura de crimes sexuels. Pourquoi ? Parce que les crimes, c'est la frustration, et que quand les gens seront moins frustrés parce qu'ils auront plus l'occasion de faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, il y aura moins de crimes. C'est juste l'inverse qui s'est passé. Il n'y a jamais eu autant de violences sexuelles. Mais jamais, jamais. C'est incommensurable. Les violences, les viols, ça a été une explosion d'horreur. Alors, la situation aujourd'hui, 70 ans après, aujourd'hui, vous avez des enfants qui violent des enfants dans les cours d'école maternelle. C'est pas mal, hein ? Alors, j'ai entendu dire il y a 1 an et demi qu'une petite fille avait été 2 fois victime d'une tournante dans la cour de son école, une tournante par des petits garçons. Et là, la semaine dernière, une petite fille victime d'une tournante par 2 autres petites filles à l'école maternelle. Alors, on va arrêter là. Ou on continue. Qu'est-ce qu'on fait là ? Donc, rien ne semble... Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? L'homosexualité est promue absolument partout. On enseigne la sodomie à l'école. Alors là, moi, faut pas me la jouer. J'ai vu, de mes yeux vus, un programme d'éducation à la sexualité au Québec. On m'a montré une double page en quadrichromie avec à ma gauche l'appareil sexuel féminin et à ma droite l'appareil sexuel masculin. Et au milieu, l'anus. Anus masculin, anus féminin, vous connaissez le truc, non ? Et on met l'anus dans l'appareil sexuel. Voilà, vous avez compris. Donc en fait, rien ne semble vouloir arrêter le déferlement de sexe dans l'espace public. Maintenant, c'est partout. C'est ça la révolution Kinsey. Or, tout cela est le fruit d'une fraude gigantesque qu'il serait facile d'exposer si les pouvoirs publics ne freinaient pas des cas de fer pour empêcher d'aller y voir. Or, toute la politique, à la fois d'éducation sexuelle, d'éducation à la sexualité et toute la sexologie se réfère aux fraudes Kinsey
que personne n'a remis en question. Le travail de Judith Reisman est disponible disponible en français depuis 4-5 ans, hein, puisque j'ai contribué c'est moi qui l'ai fait venir en France, et j'ai trouvé, alors par l'intermédiaire de la maison d'édition d'Alain Soral d'un côté et les éditions de Saint-Rémy de l'autre, on a sorti en français 2 de ses principaux ouvrages. J'ai contribué à la traduction collective de son dernier ouvrage, qui faisait seulement une centaine de pages, alors que ses autres, c'était vraiment des gros pavés. Donc Judith Reisman est absolument disponible en français. C'est pas la peine de lever des fonds, à dire, on a rien pour traduire Judith Reisman. Non, c'est fait. On a surtout besoin de gens intelligents pour lire ce qu'il y a dedans et pour faire circuler. Et à l'heure actuelle, donc, les travaux de Judith Reisman sont disponibles, et à l'université en France, on n'apprend que du Kinsey. C'est criminel. Donc personne n'a remis en question Kinsey. Judith Reisman avait reçu une bourse pour faire une étude. Elle a été obligée de rendre l'argent tellement les lobbies se sont précipités. Alors elle a été mise en cause, salie, mais c'est effroyable tout ce qu'on lui a fait subir. Droite comme un nid, elle n'a jamais fléchi, elle est morte. Ça c'est la vie, hein. Mourir, ça fait partie de la vie. Mais sinon, elle a jamais fléchi, elle n'a jamais reculé, et elle a fait par l'intermédiaire de ses livres ce qu'elle ne pouvait pas faire par la voie institutionnelle. L'institution est totalement pourrie. Donc voilà. En France, donc toute la sexologie se réfère à Kinsey, et toute l'éducation à la sexualité qui est devenue maintenant obligatoire se réfère à Kinsey. Or, Kinsey était un criminel. Voilà ce que j'ai découvert. Voilà ce que je me tue à dire depuis maintenant un certain nombre d'années. Effectivement, et en France, Gabriel Mazenef était quand même, comme vous dites souvent, Francesca, la tête de gondole de la pédophilie normalisée sur les plateaux télé, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Et c'est une des raisons qui m'ont poussée à écrire. Ça fait presque 20 ans maintenant. Je voulais absolument. Et la forme que j'avais choisie, c'est-à-dire avec beaucoup de citations de lui, je me disais non, mais ils n'ont pas compris. Je vais leur montrer en reproduisant ce que Mazenef écrit. Et en fait, c'est moi qui n'avais pas compris à quel point il était protégé et intouchable. Parce que une fois que j'ai eu ce manuscrit, une fois que ce manuscrit était prêt, alors là, pour essayer de le faire publier, c'était un vrai parcours d'obstacles. Et pour finir, ça n'a pas fonctionné, j'ai pas réussi. Justement, est-ce que vous pouvez aller un peu plus en détail sur les démarches que vous avez effectuées pour vous faire éditer, notamment la Succession, Albin Michel, les éditions du Seuil, enfin voilà, vous avez quand même fait beaucoup de démarches sur plusieurs années, ces démarches-là? Ça s'est passé sur 6 mois, en fait, la première moitié de 2004, parce que alors, pour commencer, j'ai eu l'idée de contacter Pierre Lassus, un monsieur qui dirigeait une association de protection de l'enfance, et lui avait publiquement attaqué Mazenef. Et notamment, il avait empêché l'Académie française de lui décerner son Grand Prix du roman, ce qui était le projet en 2000. Donc, pour moi, c'était quelqu'un de fiable. Donc, je lui ai confié mon manuscrit et il l'a transmis à Albin Michel, qui était son éditeur à lui. Et là, le directeur littéraire, Thierry Pfister, voulait le publier, mais il s'est heurté au clan des protecteurs de Mazenef. Ensuite, j'étais quand même très mortifiée parce que je pensais que ça allait se faire, et puis en fait ça se faisait pas. J'ai commencé à l'envoyer moi-même à d'autres éditeurs. Je l'ai envoyé aux éditions de Lutèce, à Liana Lévy, et chez Bayard à Geneviève Jorgensen. Et je l'ai également remis. Il a également été remis à un éditeur du Seuil qui s'appelait Stéphane Leroy. Il n'est plus au Seuil. Liana Lévy, qui en fait m'avait été conseillée par Denise Bombardier, n'a pas répondu, mais tous les autres ont tenu à me rencontrer et ils avaient l'air absolument catastrophés par ce que j'avais écrit. C'était vraiment bizarre. Ils ne voulaient pas le publier, mais ils voulaient me voir, et ils étaient très mal à l'aise, quoi. Très mal à l'aise, et c'est comme si, en fait, ils voulaient me voir pour voir quelle tête j'avais, pour un peu me jauger. Alors Geneviève Jorgensen, elle m'a
j'ai déposé le manuscrit. Je crois que le lendemain ou le surlendemain, j'avais une invitation à déjeuner. Et elle m'a proposé d'envoyer le manuscrit à une éditrice de la maison Grasset qui s'appelle Martine Boutan et qui est un peu sa cousine. Et alors là, c'est là que j'ai vraiment touché le fond de l'impasse parce que Martine Boutan m'a fait, en tout, je lui ai remis 3 versions différentes de ce travail sur une période de 2 ans et ça n'allait jamais, c'était jamais assez bien. En même temps, il fallait absolument pas que j'aille le proposer ailleurs parce que elle me disait mais vous vous rendez pas compte les ennuis que vous allez avoir, ils vont se déchaîner sur vous. Et pour finir, elle m'a dit, bah, je ne pense pas que vous allez y arriver. En d'autres termes, mon livre était nul, j'étais incapable d'écrire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tiens à le publier, même s'il est un peu dépassé par certains aspects. Parce que pour que les gens puissent juger sur pièce et voir vraiment quel était le problème, si c'était un problème de moi qui était incapable d'écrire. Si vous aviez été incapable d'écrire, et vous l'aurez dit tout de suite quand même, faut pas exagérer, ils se foutent du monde. Oui, c'est ça. Quelqu'un vous l'aurait dit dès le début quand même, ça se sait vite ça, si quelqu'un sait pas écrire quand même. Non, oui, en fait, ils m'ont fait perdre du temps, ils m'ont fait... Bien sûr, c'est une façon de s'occuper, bien sûr. Ouais. Et il y a aussi cette période où vous avez décidé de faire appel à l'auto-édition aussi. Ça, c'est aussi assez marquant ce qui vous est arrivé. Bah, ça, oui. Alors là, on est au début 2020, il y a un énorme scandale parce qu'il y a la publication d'un livre qui s'appelle Le Consentement, ce qui est d'ailleurs un drôle de titre, de Vanessa Springora, où elle dénonce Matzneff. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce livre est publié par les éditions Grasset. Donc, à ce moment-là, bah, toute la presse se met à parler de Matzneff, mais avec un gros malaise, parce qu'en fait, toute la presse avait été complice de Matzneff et avait participé à sa promotion. Enfin, il n'existait que grâce aux médias. Donc, à ce moment-là, quand je me rends compte que je me suis fait avoir, et ben je me remets. Alors, entre-temps, je n'avais jamais vraiment lâché le morceau. J'avais écrit beaucoup de choses autour de ça. Et là, en fait, il me manquait la dernière pièce du puzzle qui était la trahison de Grasset. Et donc là, je me mets à écrire et je fais un nouveau manuscrit assez différent et que j'intitule L'arme la plus meurtrière. Et là, je me dis, non, mais c'est pas possible. Alors, il y avait eu des articles dans la presse sur moi. Bon, bah là, forcément, ils vont quand même me publier ce livre. Et ben non, personne ne voulait C'est même pas qu'ils ne voulaient pas le publier, c'est qu'ils ne voulaient pas le lire. Donc, il y a un certain nombre d'éditeurs qui ont été contactés par une personne que j'avais chargée de m'aider à trouver un éditeur, justement. Et tout le monde disait, non, on n'est pas intéressé, on ne veut pas le voir, on ne veut pas le voir, on ne veut pas le voir. Et donc là, il y a eu une nouvelle série de péripéties assez désagréables parce que vraiment, on a tout fait pour me mettre les bâtons dans les roues, qui a abouti au fait que finalement, je n'ai plus bien en auto-édition. Et Marion, dans le livre que vous avez écrit justement sur Matzneff, vous avez beaucoup insisté sur l'analyse psychologique dans votre livre de l'amour et du crime, du sexe et des enfants. Oui. J'ai découvert, j'ai été frappée en lisant Gabriel Matzneff de la profondeur de son narcissisme, qui l'empêche totalement de voir la personne qui est en face de lui. C'est effrayant, c'est caricatural. Il fait l'amour, il parle d'amour, il jure son amour, il ressasse pas après page combien fort il s'est aimé, et à aucun moment, jamais il ne tient compte de la personne qui est en face de lui, dès qu'elle exprime un vœu ou un désir qui n'est pas la satisfaction de son plaisir à lui. C'est absolument effroyable. Donc, si la jeune personne qui est en face de lui exprime un vœu ou un désir, elle devient une emmerdeuse comme les autres, et il met tout le monde dans le même sac. Alors, j'en ai lu plusieurs des livres de Matzneff quand même, je ne me suis pas contentée d'un seul. Donc, il instrumentalise totalement sa partenaire, qui est parfaite quand elle le satisfait, et insupportable quand elle prétend exister. Et c'est ni plus ni moins que ça. Alors, je viens de relire, mais alors avec
avec douleur. Je viens de relire La Passion de Francesca. Alors d'abord, douloureusement, parce que je connais Francesca et que je l'aime beaucoup et que maintenant je recolle. Hein, quand j'ai lu la première fois, je ne connaissais pas Francesca, maintenant je la connais, donc c'est d'autant plus douloureux. Et je suis sidérée de trouver ce sentiment de malaise qui accompagne la lecture de tout Matzneff. C'est systématiquement comme ça. Il montre une Francesca délicieuse, amoureuse, dotée de toutes les qualités, qui brusquement, sans raison aucune, devient odieuse et le martyrise. Alors, elle est omniprésente dans le récit, à la fois elle n'apparaît nulle part en tant qu'elle-même. Elle est là tout le temps et on ne sait pas qui elle est. On ne sait rien d'elle. On apprend qu'elle pique des crises, qu'elle crie, qu'elle fait des scènes, mais sans aucune raison. Comme ça, brusquement. Brusquement, elle fait des scènes, elle se met à hurler, elle balance des trucs par la fenêtre et tout. Mais à d'autres. Il est bien évident qu'il est tellement centré sur son exigence de jouissance permanente qu'il réduit sa jeune partenaire à l'état d'objet prié de n'avoir pas d'autre désir que ceux qu'il a lui. Point barre. Et on retrouve ce schéma dans ses autres livres, avec d'autres amantes qui, dès qu'elles expriment un ressenti autre que le désir de lui, deviennent ses ennemis. Et alors là, il s'en débarrasse avec la dernière cruauté. Alors c'est un sadique revendiqué, hein, Matzneff. D'abord, il dit du bien du marquis de Sade. Alors quand vous avez compris ce que c'est que le marquis de Sade, il suffit d'ouvrir une demi-page du marquis de Sade, vous avez compris. Moi, j'en ai lu plus qu'une demi-page pour les besoins de mes recherches. Franchement, on peut difficilement trouver plus dégueulasse. C'est immonde. Enfin, bon. Lui, il fait partie de ces gens qui considèrent que c'est un divin marquis. Alors c'est dire. Donc il se débarrasse de la fille qui a émis simplement un truc qui n'est pas ce qui l'intéresse, et une fille qui pleure et qui crie, qui se désespère, c'est pas une fille qui souffre, c'est une folle, c'est une hystérique, c'est une malade, c'est une emmerdeuse, c'est une misérable salope. Voilà, et c'est ça, et tout Matzneff est là-dedans, c'est ahurissant. Donc, seules les filles très jeunes peuvent se faire avoir au baratin de ce bonimenteur. Il est bien évident qu'une fille, une jeune femme qui va avoir un petit peu d'expérience, elle ne va pas se laisser avoir à ce boniment. Alors, c'est certainement la raison pour laquelle il recherche des filles si jeunes, c'est que quand on est jeune, on est sans défense, on connaît pas toutes ces ficelles. Et il n'a rien d'autre à faire de ces 5 journées que de raconter par le menu comment il fait pleurer les filles et comment il sodomise les petits garçons. Alors on doute bien qu'il sodomise les deux, mais en l'occurrence, dès qu'une fille pousse des hurlements, il est content, il tient son truc. Mais je la croyais modérée, je la croyais pondérée, mais elle est complètement folle, elle hurle, mais qu'est-ce qu'elle a? Oh là là, j'en ai marre. Alors il faut le plaindre. La fille hurle, c'est lui qu'il faut plaindre parce qu'il était tellement heureux, il était heureux avec elle, brusquement, elle lui claque dans les mains. Et c'est un malade, ce mec, c'est un malade. C'est épouvantable, c'est éprouvant. Et alors c'est d'autant plus éprouvant que quand on veut lire Matzneff et qu'on se l'appuie page après page, c'est d'un ennui. C'est creux, c'est vide, c'est absolument, excusez-moi, mais bon, je m'y connais pas beaucoup en littérature, mais je sais quand même lire des livres, hein, j'en lis quand même plusieurs centaines par an. Il y a des gens qui ont quelque chose à dire, puis les autres qui font du délayage. Lui, à part qu'elle est merveilleuse, je l'aime, et puis elle m'emmerde, je ne la supporte plus, qu'est-ce qu'il raconte? Il a visité un musée, une exposition, il a dîné avec machin, avec tout. C'est vide, c'est creux, il n'y a rien si ce n'est je couche avec des personnes très jeunes, je trouve ça très bien, et grâce à moi, eh bien, je vais ouvrir la voie aux autres, parce que c'est ça le truc. C'est le poisson pilote de la pédophilie. Alors, sa carrière est vraiment étonnante. Il aurait dû tomber 100 fois pour détournement de mineurs, parce que les lois existent encore, et il s'en est toujours sorti. Alors, il est évident qu'il est ultra protégé. Ça, je m'en suis rendu compte en le lisant. Hein. J'ai pas fait les recherches qu'a fait Francesca, mais ça apparaît. Quand il dit je suis allé à un rendez-vous avec une jeune fille que sa mère, dont la mère m'attendait de pied ferme, et j'avais dans mon portefeuille une lettre très amicale du garde des Sceaux. Si on n'a pas compris, c'est qu'on ne veut pas comprendre. Donc, il est ultra protégé en haut lieu et en très, très haut lieu. Et alors j'ai appris à ma grande surprise récemment qu'il ne vivait même pas de ses droits d'auteur, parce que moi j'ai cru qu'il vivait comme ça, comme un prince, il couche toute la journée et puis après il le raconte et puis après il recommence, c'est avec ça qu'il vit. Bah, pas du tout, il n'a jamais suffisamment vendu de bouquins pour vivre sur un grand pied comme ça, il était subventionné. Et ça c'est sidérant, j'ai vraiment cru qu'il vivait de sa pédophilie, et en fait non, il y avait des gens qui le faisaient vivre. Et ça, c'est quand même. Alors, c'est paru, hein, lors de l'affaire Vanessa Springora, c'est paru qui lui versait des subventions. Il touche de l'argent comme ça tous les mois pour se payer. J'ai trouvé une citation dans La Passion de Francesca ce matin. Il y a des gens qui gagnent leur vie. Moi, je me contente de. Il y a des gens qui gagnent de l'argent. Moi, je me contente de le dépenser. Connard. S'ils se contentent de le dépenser, c'est qu'il y a des gens qui s'échinent pour le travailler, pour le viser. Oh là là, c'est vraiment immonde. Donc voilà, c'est un pédophile professionnel payé à coucher et à raconter ses phrases, qui est protégé par un monde de prédateurs dont il est le poisson pilote en route vers la destruction totale de l'innocence des enfants au profit des prédateurs. Parce que c'est ça le but.
Le but, c'est que l'enfant ne soit plus du tout protégé. D'ailleurs, de plus en plus maintenant, ça apparaît. Les parents sont de plus en plus considérés comme des ennemis des enfants, qui les empêchent de jouir, qui les empêchent de changer de genre, qui les empêchent de... Vous vous rendez compte, mon père, il m'a parlé, il m'a menacé d'une fessée. Ah bon, il t'a menacé d'une fessée, allez hop, son compte est bon. Bon, les parents sont les ennemis des enfants, je suis désolée. Le père, l'autorité paternelle, en tout cas parentale, dans l'absolu, mais paternelle, surtout, parce que c'est comme ça que ça s'est passé depuis la nuit des temps, c'est la protection majeure des enfants. Et j'ai remarqué, ça n'était pas le cas que pour Francesca, mais dans différents cas racontés par Matzneff, toutes les filles avec qui il couche, elles n'ont pas de père digne de ce nom. Clairement. Clairement. S'il y avait un père, il y aurait un bourre-pif et ça serait vite réglé. Donc il s'attaque à des filles qui ne sont pas protégées par un papa. Alors moi, je vais dire un gros mot. Vive le patriarcat. Voilà. Je vais encore me faire des amis, j'assume. Je trouve que le patriarcat, c'est très bien. Effectivement, Marion, vous parlez des pères absents dans toutes les victimes de Matzneff. Et pour vous, Francesca, vous aviez un père, mais lui, de manière hallucinante, il a accueilli Gabriel Matzneff avec félicité. Vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passait entre votre père et Gabriel Matzneff? En fait, je n'avais pas vraiment un père parce que j'ai rencontré Matzneff quelques mois après la séparation de mes parents et mon père a juste disparu, quoi. Il a même... enfin, on le voyait de temps en temps, mais je me souviens, il est parti 3 mois en Angleterre. Et puis j'étais très fâchée contre lui, justement, parce qu'il avait trompé ma mère, enfin, à cause de la séparation, c'était mal passé. Et donc, moi, j'étais très fâchée contre lui, de toute façon. Et alors, mon père, très mystérieusement, a tenu à rencontrer Matzneff. Et en fait, il y avait une telle complicité entre eux que c'était moi qui étais exclue, si vous voulez. Enfin, c'était très bizarre. C'est-à-dire que Matzneff était très clairement... Il faut bien... C'est très important de tenir compte des générations. On ne peut pas mélanger les générations impunément. C'est pas vrai qu'un enfant va être sur le même pied, sur le même plan qu'un adulte. C'est juste un mensonge. Et donc moi, j'étais soumise à l'autorité de mon père, mais Matzneff était sur le même plan parce que de la même génération que mon père. Donc il y avait c'était un truc, enfin c'était incestuel, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire il se présentait à la fois comme l'amant et le père, et celui à qui je devais obéir, qui décidait à ma place. Et effectivement, pour moi, c'est resté très mystérieux, cette entente entre ces deux hommes qui avaient à peu près le même âge, et le fait que mon père n'ait jamais jugé bon de me protéger. Et concernant ce que vous disiez, Marion, les lettres que Matzneff avait dans sa poche pour se sortir de toutes les situations, il y en avait deux. C'était de quel homme politique exactement? Il disait le garde des Sceaux, et il aimait citer Mitterrand, qui lui aurait dit un jour vous avez fait des ennemis parce que votre œuvre est forte au sens premier du terme, je ne sais pas trop quoi. Enfin, il avait une citation de Mitterrand avec laquelle il se trimballait. Mais là, quand il est allé retrouver une fille dont la mère était sur le pied de guerre, il avait une lettre du garde des Sceaux de l'époque. Donc, ça se retrouve facilement. Il n'y a qu'à regarder à quel journal ça correspond et puis regarder qui était garde des Sceaux à l'époque. Je ne sais pas, j'ai pas fait la vérification parce que je m'en fiche un peu. Je n'ai pas vraiment d'estime pour les gardes des Sceaux en général, ni pour celui-là en particulier, donc je n'ai pas cherché. Oui, je veux juste ajouter, le garde des Sceaux, c'était Alain Peyrefitte, mais Matzneff s'est aussi vanté d'avoir dans sa poche à différentes périodes, une lettre de Georges Pompidou quand il était président de la République et une lettre de François Mitterrand. Ah, donc François Mitterrand, il en avait la lettre. Alors, okay. Ah, François Mitterrand et Matzneff vraiment il a vraiment balancé François Mitterrand dans le journal de l'époque, justement, de l'affaire du Corral. Parce qu'il il dit très clairement qu'à un moment donné, il est arrêté.
C'est-à-dire que les policiers arrivent chez lui aux aurores, perquisition. Lui est conduit au quai des Orfèvres et il ajoute et il ressort avant midi en fait, donc ça allait très très vite, quoi. C'était pas une très longue arrestation. Et l'explication qu'il donne, c'est Frédéric Grindel, qui était un autre écrivain, a joint François Mitterrand avant le Conseil des ministres. Et plus tard, dans une autre entrée du journal, il dit que si les policiers étaient tellement aimables avec lui, c'est parce que un coup de fil du président de la République, ça aide, ça arrange quand même les choses. Donc Matzneff dit très clairement, il balance Mitterrand. Et Mitterrand était, semble-t-il, admiratif de Matzneff bien après la parution du livre Les moins de 16 ans. Les moins de 16 ans. Et il avait offert le premier livre de Matzneff à ses deux fils qui avaient 15 et 16 ans. Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que raconte Matzneff après. Oui, c'est peut-être pas vrai. Ouais. Mais je pense que c'est vrai. Si je peux me permettre, j'y connais rien en littérature, je sais vraiment pas ma spécialité. Enfin, je sais ce que c'est qu'un livre bien écrit, mais Matzneff, ça tombe des mains. C'est d'un ennui. Il n'y a rien, c'est creux, c'est vide. C'est du remplissage, quoi. Alors, il s'analyse, il analyse ses humeurs, c'est du nombrilisme. Je trouve ça consternant qu'on puisse trouver des qualités littéraires à ce genre de production. C'est une lecture d'agenda enrobée. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, en fait... Bien dit. Il lit son agenda et il brode autour. Ouais. Il enrobe, ouais. Alors, moi, je rapprocherais ça de ce que disait Marion sur le fait que Matzneff a toujours été subventionné, on se demande par qui, et n'a jamais vécu de ses droits d'auteur. C'est qu'effectivement, il vendait très peu de livres, alors on lui faisait quand même beaucoup de réclames, aussi bien à la télévision que dans la presse. Il y a aussi eu j'appelle ça des hagiographies qui ont été publiées sur lui. Donc, il y a quelqu'un qui a payé pour que 3 livres soient édités à la gloire de Matzneff, sans jamais poser aucune question sur ses agissements. Et malgré ça, il ne gagnait pas, et je veux dire, il ne gagnait très peu d'argent avec ses livres. Donc, ces livres n'étaient pas lus, en fait. Il n'avait pas de public. Et autre chose, c'est que malgré tous les efforts dans ce sens, il n'a pratiquement jamais été traduit. Je crois que les moins de 16 ans ont été traduits en italien, et puis c'est tout. En fait, son best-seller, c'est un roman qui s'appelle Ivre du vin perdu. C'est là où il y a ma photo sur la couverture. Et il en a vendu 20 000. Il en a vendu 20 000 apparemment. Oh ben c'est pas mal, ça, c'est beaucoup, ça. Oui, c'est le plus. Sinon, c'est quelques milliers, alors qu'avec beaucoup de promotions, avec beaucoup de passages à la télévision, beaucoup d'articles flatteurs, etc. Donc, c'était vraiment, il a été quelqu'un qui était fabriqué et tenu à bout de bras par le système. Et c'est pour ça il fallait absolument pas que je l'attaque dans un livre. L'image de Matzneff était très importante pour un certain groupe de personnes et ils étaient prêts à tout pour la protéger. Jusqu'en 2020, où là, tout a changé et on l'a sacrifié. Parce que Francesca, tout à l'heure, quand vous évoquiez ce moment où il se fait... il y a la police qui frappe à sa porte et qu'il est emmené pour une audition et qui s'est vite arrêté parce qu'il y a eu une intervention du garde des Sceaux. Du président de la République. Voilà. Et bien ça, c'était l'affaire du Corral. Voilà. Et donc dans l'affaire du Corral et dans tous ses amis, tous les amis de Gabriel Matzneff, il y avait quand même des gens qui étaient mêlés de près ou de loin au Corral, et dans ses livres, il évoque quand même des voyages à Manille avec des personnalités comme Édouard Bronquet-Schmack et d'autres, si vous voulez un petit peu plus parler de ses amis. Alors, on peut déjà rappeler ce que c'est que l'affaire du Corral. Donc, c'est en 1982.
Le choral, c'est ce qu'on appelle un lieu de vie, un endroit où résident des enfants et des adolescents en difficulté, pour diverses raisons d'ailleurs. Et c'est dans le Gard. Et alors, il apparaît que les éducateurs qui s'occupent de ces enfants ont avec eux des relations sexuelles. Il y a un garçon qui est retrouvé mort d'ailleurs. Et enfin la tête dans un seau, qui était une latrine. Et puis il y a une sorte d'indicateur de police. Enfin, oui, quelqu'un qui va voir la police et qui dit non mais il n'y avait pas que les éducateurs. En fait, il y avait énormément de personnalités qui venaient de Paris. Et juste justement pour avoir accès à ces enfants. Et donc, il y a le nom de Jack Lang, qui était à l'époque ministre de la Culture, qui est prononcé. Et puis, il y a le nom de Matzneff et de certains de ses amis. Donc, il y a le Bertrand Boulin, qui est le fils du ministre Robert Boulin, qu'on a retrouvé noyé dans 60 cm d'eau. Il y a René Scherrer, qui est un autre propagandiste de la pédophilie, qui est très proche de Matzneff. Et en fait, il y a plein de monde. Apparemment, il y a une centaine de noms, et la plupart sont des dignitaires socialistes. Il y a beaucoup de proches de François Mitterrand là-dedans. Donc, inutile de vous dire que assez vite, l'affaire est classée, parce que c'était juste pas possible. Pour revenir au choral et à cet enfant qui était mort, la police était empressée de clore le dossier pour noyade. Et c'est un magistrat qui a réouvert, qui a demandé une autopsie, et on s'est rendu compte qu'il avait eu le cou brisé, et je vais passer là les détails. Oui, il y a vraiment des aspects extrêmement sordides des deux septennats de François Mitterrand. En tout cas, Matzneff, alors le seul qui a été inculpé, je crois que c'est Scherrer, mais il a été... Claude Sigala a été inculpé dans l'histoire, il y a eu un procès. Et alors, oui, c'est ça. En fait, les seuls qui ont été condamnés, c'est effectivement le directeur du centre, Claude Sigala, et certains éducateurs. Mais parmi les personnalités parisiennes, personne. Alors que, par exemple, René Scherrer, c'est prouvé qu'il était allé sur place. Bertrand Boulin, c'est prouvé qu'il avait envoyé des enfants, qu'il y avait eu des déplacements d'enfants sous sa responsabilité entre Paris et le choral. Mais bon, tout ça, c'est une histoire qui reste extrêmement mystérieuse. Ce qui est hallucinant, c'est qu'après, quelques années après, il y a un film qui a été fait pour redorer le blason de Sigala et de ce lieu de vie qui existe encore. Et je l'ai vu, ce film, et je l'ai même quelque part dans mes tablettes, je l'ai enregistré. Mais on s'en souvient encore dans le Gard. Quand j'ai fait un jour une conférence dans le Gard, on m'a dit, mais vous savez qu'il y avait un lieu de vie ici, j'ai dit à faire du choral, il m'a dit, vous connaissez? J'ai dit, oui, je connais, et tout le monde connaissait. Hein. À Émargues de mémoire. Et je me souviens que Matzneff était indigné que son nom puisse être assimilé à des gens qui vont se taper des handicapés, alors que lui, il couche avec les plus belles jeunes filles du monde, et qu'on puisse imaginer qu'il allait se taper un handicapé. Alors là, c'est difficile. Et dans sa défense, il dit également qu'il n'aime pas la campagne. Ça, c'est un argument. Vous ne voudriez pas qu'il aille coucher à la campagne alors qu'il peut faire ça dans un grenier à Saint-Germain. À croire que les trottoirs de Manille sont plus propres que la campagne. Enfin bon. Ça doit être ça. J'allais le dire. J'allais préciser aussi Manille, effectivement. Là, par contre, c'est OK pour lui. Vous savez que quand j'ai écrit la première version la première version de L'amour et du crime, du sexe et des enfants, je ne l'ai pas nommé. Hein. Je ne l'ai pas nommé Matzneff. Je n'ai pas voulu faire de diffamation. D'ailleurs, je n'en fais jamais. Là, je me lâche parce qu'on en parle et puis que maintenant tout le monde sait. Mais les premières versions que j'avais mises sur la toile, je ne le nommais pas. Alors, je faisais des citations de lui, mais je faisais même pas en sorte qu'on le reconnaisse. Je parlais d'un pédophile mondain et tout. Puis un jour, il y a un gars qui m'a écrit en disant, dites donc, Matzneff a lu votre truc, il paraît qu'il a accusé le coup, il n'était pas content. Il n'est pas venu me le dire. Donc voilà, il n'y a rien de lui, mais pareil. Je n'ai pas fait de diffamation, il n'était pas nommé.
Effectivement. Et tout à l'heure, Marion, quand vous parliez des travaux d'Alfred Kinsey, toutes ces horreurs, c'est bien aussi d'expliquer ce qui en a découlé maintenant dans notre historiquement plus proche, c'est-à-dire tout ce que l'OMS a fait, les droits sexuels, ce que fait aussi l'ONU. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est les droits sexuels? Alors moi, ce que je voudrais vous raconter, si vous le voulez bien, c'est voilà, comment est né tout ce mouvement. Parce qu'il y a un historique à ça qui est pas très ancien. C'est né il y a à peu près un siècle. Hein. Nous sommes en 2023, c'est autour des années 1920. Qui est né aux États-Unis un mouvement qui avait vocation à limiter la population mondiale. C'est le planning familial. Alors regardez déjà l'hypocrisie de la chose. Vous voulez limiter la population et vous allez vous appeler une organisation familiale. Famille, c'est fait pour faire des bébés, pas pour les limiter, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce mouvement est né dans la mouvance socialiste eugéniste. Alors, socialiste, on a compris. Eugéniste, c'est ceux qui veulent limiter la population. Et le mouvement préconisait l'instauration d'un droit de parentalité qui exclurait les inaptes, des taudis et des classes dangereuses. C'est-à-dire malheureux pauvres. Les riches auront le droit de se reproduire, les pauvres, il faudra qu'ils le méritent. La plupart du temps, ils ne le mériteront pas. Donc, c'est l'IPPF, International Planned Parenthood Federation, la fédération des planning familiales, qui a promu la contraception libre et gratuite, l'avortement tous azimuts, et même l'infanticide, en continuant de tromper le public en se disant familial. La famille promue par le planning familial, c'est une famille sans parents et sans enfants. Vous voyez le genre. Famille monoparentale sans enfants. Donc, le but premier de ces eugénistes, c'est d'abord et avant tout de la réduction de la population mondiale. Il y a un plan de réduction de la population mondiale qu'on a vu à l'œuvre récemment. Hein, maintenant, ça commence à transpirer sur d'autres sujets, pas que sur le sexe. Mais il y a effectivement des gens qui ont décidé de réduire la population mondiale. Et ces gens ont décrété qu'on n'avait pas besoin de tout ce monde, qu'il fallait réduire la population mondiale et que pour ça, il fallait empêcher les bébés de naître. Hein. Donc toute cette politique d'avortement, de contraception, tout ça, ça fait partie du plan. Alors, ils ont envisagé à un moment donné de stériliser la population. Ben, c'était trop dangereux parce que si vous les stérilisez en masse, vous allez stériliser des gens qui ne font pas partie de votre cible. Donc c'était trop dangereux. Donc ils ont eu l'idée, ils ont dit bon, ben, pour faire en sorte que les gens fassent plus de bébés, on va découpler le sexe de la reproduction et la reproduction du sexe. Et il y a une déclaration qui s'appelle la Déclaration des droits sexuels des Nations Unies. C'est dans le premier paragraphe. Séparer le sexe de la reproduction et la reproduction du sexe. Or, le sexe, à quoi ça sert? Ça sert à se reproduire et pas autre chose. Ça sert à se reproduire. Qu'est-ce que le sexe? C'est ce qui sert à reproduire la vie. C'est pas autre chose. Le plaisir qu'on en tire, c'est ailleurs. C'est ailleurs. C'est pas le but du sexe. C'est pas le plaisir. Le but du sexe, c'est la vie. Bon. Donc, ils ont décidé de découpler le sexe de la reproduction et de la reproduction du sexe. Et qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire on va promouvoir la masturbation, le porno, le sexe tous azimuts, la sodomie, tout ce que vous voulez, tout ce qui va faire en sorte de vous occuper, de vous empêcher de faire autre chose, de vous empêcher de réfléchir, parce qu'une fois que vous êtes envahi par ça, vous ne faites plus grand-chose d'autre, et qu'il n'y ait plus aucun rapport avec l'idée de faire des bébés. Voilà. Donc c'est la révolution sexuelle initiée par Kinsey. C'est Kinsey qui a initié ça, en disant le sexe c'est fait pour se faire plaisir. Les bébés ont des désirs sexuels. Donc les bébés, ils n'ont pas des désirs sexuels pour faire des bébés, ils ont des désirs sexuels pour se faire plaisir. Donc la révolution sexuelle initiée par Kinsey a été relayée par toutes les agences de l'ONU qui préconisent la sexualisation des enfants dès l'école avec un enseignement à la sexualité qui est rigoureusement criminel. Les enfants doivent être protégés. Depuis que le monde est monde, on protège les enfants contre les images crues concernant le sexe. Maintenant, on les force à le voir. C'est absolument ahurissant le monde dans lequel on est tombé. Donc cette idéologie perverse qui valorise la transsexualité, qui est complètement aberrant, l'homosexualité et bientôt la bestialité, c'est dans les tuyaux, ça va sortir. Fait de l'avortement un droit fondamental, de l'euthanasie un bienfait. Vous n'allez pas bien. Attendez, on va faire une petite piqûre, ça va aller bien tout de suite, vous n'allez plus rien sentir. Attendez, on est où? Qu'est-ce que c'est que ce monde de dingue? Donc le sexe n'a plus rien à voir avec la reproduction de la vie, il est réduit au plaisir qu'on y trouve par tous les moyens disponibles hors de toute norme morale. Hors de toute norme morale. Est-ce que vous savez que la morale et la religion, donc la morale avec un grand M, s'opposent à vos droits sexuels? Alors, qu'est-ce qu'on va supprimer? Les droits sexuels ou la morale? On supprime la morale. On supprime la morale. Alors, il est intéressant de noter que la guerre fait rage
à l'heure actuelle aux Nations Unies entre les pays promoteurs de cet effondrement moral, c'est-à-dire les pays de l'OTAN en gros, mais ça n'a rien à voir avec l'OTAN, mais en gros, les États-Unis, le bloc occidental, l'Europe, le Canada, l'Australie. Donc, la guerre fait rage aux Nations Unies entre ces pays-là et une coalition de plus en plus importante de pays qui font front commun pour protéger la vie, la famille et les enfants. Et là, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, c'est très intéressant. Parce qu'il y a une bataille de titans qui se joue en ce moment aux Nations Unies pour faire pièce assez cinglée. Et là, il y a une coalition de 22 pays qui a réussi là, à bloquer. Les Américains voulaient faire passer dans une motion concernant l'éducation, ils voulaient faire passer un addendum à la fin du truc, vous savez, dernier paragraphe qu'on n'a pas le temps de lire, sur l'éducation à la sexualité obligatoire. Et une coalition de 22 pays, ils y ont passé la nuit, ils ont bloqué le truc. Alors la victoire. Alors les Américains étaient complètement dépités. Ben, la prochaine fois, ils seront pas 22, ils sont 25. Et enfin, la suivante, ils seront 30. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une guerre qui est en train d'être menée, qui est très intéressante à suivre, et guerre dans laquelle l'Afrique occupe une place prépondérante. Bravo les Africains. Ils résistent, ils résistent, ils résistent. Et ils marquent des points. Ils marquent des points. Alors, il y a les 3/4 des 22 pays qui ont réussi à bloquer la motion étaient africains, et une partie du reste était majoritairement des musulmans, puis après, il y a la Chine, la Russie, et puis je ne sais plus quoi. Donc, c'est un combat de titans qui se prépare, et je n'ai pas de doute sur qui sera le vainqueur. Alors, c'est à suivre, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que l'ONU puisse nous préparer des bonnes nouvelles. Eh bien, je crois que c'est en cours quand même. Bravo, bravo les petits, continuez. On compte sur vous. En attendant, toutes les agences de l'ONU préconisent le sexe à l'école, etc., etc. Ça, toutes les agences de l'ONU le préconisent. Toutes. L'OMS, l'UNESCO, l'UNICEF, c'est dans tous leurs programmes. Apprendre le sexe aux enfants, apprendre le sexe aux enfants, apprendre le sexe aux enfants. Francesca, tout à l'heure, vous aviez évoqué qu'à la sortie du livre Springora, il semblerait que Matzneff a été entre guillemets lâché par ses protecteurs. Par contre, à l'édition de votre livre, il y a quand même des faits assez marquants. La FNAC, le nombre de livres qui a été... Ah oui. Bah, déjà, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Marion. Il y a d'autres développements assez récents. C'est tout ce qu'on a appris grâce à l'affaire Epstein aux États-Unis. Qui en France, on a commencé à en parler l'été 2019, donc quelques mois, 4 ou 5 mois avant justement l'affaire Matzneff, quand Epstein a été arrêté justement alors qu'il rentrait de Paris aux États-Unis. Et ce que nous a montré cette affaire, c'est qu'en fait la pédophilie, ou disons la prostitution des mineurs, parce qu'on est face à un réseau de prostitution avec des sortes de maisons de pause et ainsi de suite, est instrumentalisée par les réseaux de pouvoir, parce que toutes les personnes qui sont impliquées dans le réseau Epstein, c'est des gens de pouvoir. Alors ils appartiennent principalement, il y a le milieu politique, il y a le milieu médiatique qui est très important, il y a tout ce qui tourne autour de la justice, et puis il y a les mondains, les aristocrates, enfin voilà, ces gens-là. Et en fait, ce que ça montre, c'est que cette prostitution des enfants et des adolescents, c'est l'arme de chantage ultime. Et étant donné qu'on n'a pas eu l'affaire Epstein en France, mais que ça m'étonnerait beaucoup qu'il ne se soit rien passé, je pense que là aussi, on va finir par découvrir des choses. Et ce qui est sûr, c'est que Matzneff était au courant de beaucoup de choses, sans vouloir m'avancer plus avant. Après, moi, ce que j'ai cru comprendre, alors je ne peux pas citer de source là malheureusement, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que la France est un des pays les pires en la matière. Ouais. La France est un des pays les pires, c'est-à-dire les moins fiables en termes de lutte contre la pédocriminalité. C'est une horreur. C'est une horreur. C'est-à-dire que ce qu'on risque de trouver en France, quand vous entrez dans une association qui va lutter contre la pédocriminalité, c'est qu'elle a été déjà infiltrée par les pédophiles depuis des années et que c'est eux qui la dirigent. Enfin, je veux dire, ne se fie à personne. Ne se fie à personne. C'est terrible, terrible. La situation de la France, je crois que c'est terrible.
Oui, bah d'ailleurs, ça, on pourra en reparler si vous voulez à la fin. On peut dire deux mots euh, des deux instructions qui ont été ouvertes contre Matzneff en 2020. Mais bon, avant ça, je vais revenir à la publication à toutes les difficultés que j'ai eues à publier ce livre, L'arme la plus meurtrière. Euh, donc, donc j'ai dit qu'aucun éditeur ne voulait ne serait-ce qu'y jeter un coup d'œil, sauf un éditeur qui faisait partie du même groupe que la Maison Grasset, à savoir le groupe Hachette, qui est l'un des plus gros groupes d'édition du monde et qui contrôle absolument toute la filière du livre en France. Enfin, je veux dire, depuis l'édition, le choix de ce qui va sortir, la distribution, l'impression, jusqu'à la commercialisation, puisqu'ils ont aussi un réseau de points de vente, enfin tout ce qu'il y a dans les gares, là, je sais pas comment ça s'appelle, les collets, voilà. Et donc, et qui est absolument incontournable et auquel les autres éditeurs ne peuvent pas résister parce qu'un éditeur qui s'opposerait ou un libraire, enfin n'importe quel acteur de la filière du livre qui s'opposerait à Hachette aurait de gros ennuis, on l'empêcherait de travailler, on trouverait un moyen de l'empêcher de travailler. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans mon cas? Bon, alors je finis par décider par me débrouiller pour faire une auto-édition. Et j'avais choisi comme date la diffusion d'un documentaire de France 2 auquel j'ai participé, Qui ne dit mot ne consent pas de Karine Dufour. Sauf que la diffusion de ce documentaire a été avancée presque sans prévenir. J'avais très peu de temps pour me retourner. Donc, je me dépêche de faire imprimer le livre et je signe un contrat avec une entreprise de distribution qui s'appelle Pollen Diffpop. Alors, je tiens à donner leur nom parce que vu le rôle qu'ils ont joué, donc je fais livrer au distributeur à peu près 1000 exemplaires et tout de suite, je vois que la FNAC en prend 900. Alors évidemment, je suis ravie, je me dis, ah bon, bah, c'est génial, mon livre va être dans toutes les FNAC de France. Sauf que pas du tout, parce que la FNAC commande le livre et le laisse dans les entrepôts. Et pendant ce temps, les autres librairies qui, elles, voulaient vraiment commercialiser le livre, et ben, il n'y a presque plus rien pour les servir. C'est des criminels. Hein. Donc, le monde de l'édition, c'est quelque chose. Donc, le distributeur me dit, bah, écoutez, il faut faire une seconde impression, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Moi, je fais une seconde impression, sauf que ça prend quand même 2-3 semaines. Et le temps que la seconde impression soit disponible, et ben, plus aucun journaliste ne veut me parler. Enfin, visiblement, là aussi, il y a eu une intervention. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que quelques mois plus tard, 3-4 mois plus tard, la FNAC, qui avait commandé à peu près 900 exemplaires, se met à les renvoyer aux distributeurs. Donc moi, je dois payer aux distributeurs 2 commissions, une commission aller, une commission retour, voilà. Et mon livre ne se vend pas. Et c'est pas non plus le tout parce que pendant que les livres étaient dans les entrepôts de la FNAC, la moitié d'entre eux deviennent défectueux. Alors je demande des explications. Je dis mais défectueux comment, pourquoi, aucune réponse. Et donc, en plus, il faut payer le prix du pilonnage, quoi. Fabrication, envoi, commission aller, commission retour et pilonnage. J'ai eu le droit à la totale. Eh bien, ma chère Francesca, bienvenue au club. Ça fait 30 ans que le monde de l'édition me maltraite. Bienvenue au club. C'est incroyable la façon dont on peut être traité par les éditeurs. Plutôt la façon dont certaines personnes, comme vous et moi, pouvons être traitées par les éditeurs.
le problème, c'est qu'il y a vraiment une mainmise. Il y a un petit nombre de personnes qui contrôlent en fait tout le secteur de l'édition. Et si vous, comme je l'ai dit, si vous vous opposez si vous êtes un professionnel du livre et que vous n'obéissez pas aux instructions de ce microcosme, eh ben vous arrêtez de travailler, quoi. Vous pouvez plus travailler parce qu'ils contrôlent tous ces gens. J'ai oublié de le dire, mais tous ces gens contrôlent aussi la presse. Donc vous avez des relais. Le fonctionnement de l'édition en France est juste imbriqué d'une façon incroyable. C'est-à-dire que les journalistes écrivent des livres, les auteurs de livres écrivent dans les journaux, les auteurs de livres peuplent les jurys littéraires qui attribuent des prix à d'autres membres de jurys littéraires. Les membres de jurys littéraires sont également salariés par les éditeurs. Donc en fait, je veux dire, c'est un système, c'est invraisemblable. C'est la famiglia grande, puissance. Mais c'était déjà le cas il y a 30 ans, hein, Francesca. Moi, j'ai commencé ma longue marche en 89. C'était déjà comme ça. Hein. Ce qui laisse sous-entendre, Francesca, qu'au final, Maznev continue d'être protégé. Bien sûr. Alors, ce qui laisse... Alors, Maznev... Alors, bon... Il faut quand même souligner le rôle dans cette affaire d'un personnage très important qui est Bernard-Henri Lévy. Parce que Bernard-Henri Lévy est directeur de collection chez Grasset. En fait, c'est un des dirigeants de Grasset. Enfin, rien ne se fait chez Grasset sans son accord. Et Bernard-Henri Lévy est l'un des deux protecteurs historiques de Maznev, l'autre étant Pierre Berger, qui aujourd'hui est mort. Et comme chacun sait, Bernard-Henri Lévy exerce également une influence absolument disproportionnée sur tout ce qui est médias, que ce soit télévision, presse, etc. Donc là, il y a vraiment... Et c'est ce qui me fait dire que quand les éditions Grasset décident de publier le livre de Vanessa Springora, c'est que Bernard-Henri Lévy a décidé de sacrifier Maznev. Mais ça ne veut pas dire qu'il ait pour autant cessé de le protéger. Parce que tout à l'heure, je disais qu'il y a eu deux instructions ouvertes contre Maznev. Alors, la première, c'est le parquet de Paris qui ouvre une enquête préliminaire contre lui pour viol commis sur mineur de moins de 15 ans. Et ça, c'est une enquête qui est confiée à l'Office central de répression des violences faites aux personnes. Elle est toujours en cours. Elle vise à identifier d'autres victimes éventuelles et elle est complètement enlisée. On n'a aucune nouvelle depuis 3 ans. Et tout de suite après, il y a une association, là, on parlait des associations. Là, c'est une association qui s'appelle l'Ange Bleu, qui attaque Maznev pour, je cite, provocation à commettre des atteintes sexuelles et des viols sur mineurs, ainsi que pour apologie de crime. Mais l'avocat de cette association, qui s'appelle Maître Méana Mounou, se trompe de juridiction. Donc il avait une fenêtre de 3 mois pour déposer la plainte pour apologie de crime. Et il se rend le temps que le tribunal lui réponde qu'il s'est trompé de juridiction, la fenêtre s'est refermée et donc la plainte n'est pas recevable. Donc aucune de ces procédures ne débouche sur rien. Et Maznev, qui a aujourd'hui 86 ans, continue à échapper aux poursuites, j'ai envie de dire, comme toujours, quoi. Comme toujours. Mais le coup du vice de procédure, ça marche à tous les coups. Hein. Si tu veux, si on veut noyer une affaire, on fait un vice de procédure. Hein. Ils connaissent le truc par cœur. C'est comme ça que l'affaire du petit Grégory est en suspens, c'est vice de procédure sur vice de procédure. Une affaire un peu plus connue encore, si c'est possible, l'affaire Calas. L'affaire Calas, elle a été remise en question par un vice de procédure qui avait été intelligemment mis là où il fallait pour le permettre, quoi. Donc, les magistrats, ils connaissent ça. On va faire un vice de procédure comme ça on s'en sortira, quoi. Et c'est ce qui permet à Maznev de dire mais moi je suis innocent comme l'enfant qui vient de naître. Personne, il a été complètement blanchi dans l'affaire du Choral, qui était la seule où il aurait pu
vaguement être mise en cause. Je sais pertinemment de sources sûres qu'il y a eu un grand nombre de plaintes déposées contre lui, mais il était intouchable. Et là, ça continue. Donc, on voit qu'on l'a lâché, mais on l'a pas entièrement lâché. Et il continue. Alors, à un moment donné, il avait quitté la France, il s'était réfugié en Italie. Il est rentré assez vite, et puis il continue sa petite vie comme avant. Dans les protections qu'il a eues, au sein même de la mairie de Paris, son ami, quand même, Christophe Girard, c'est pas parce qu'il a pas bénéficié, Gabriel Mazet, d'un logement ou de loyer payé par la mairie? Alors, Matzneff a bénéficié. D'abord, il a bénéficié de subventions de tous les gouvernements à partir des années 70, c'est-à-dire pas très longtemps après la publication des moins de 16 ans, mais je n'ai pas retrouvé l'année exacte. Jusqu'en 2020, il reçoit une subvention qui équivaut à peu près à un SMIC, à un salaire minimum. Et ça, c'est tous les gouvernements, droite ou gauche. Il reçoit pas mal de décorations, là aussi, droite et gauche, tous les gouvernements le décorent. Il est subventionné par son éditeur. Il a un logement effectivement subventionné, mais qui lui a été attribué par la mairie du 5e. En 2020, on lui a retiré la subvention du ministère de la Culture, c'est-à-dire du Centre national du livre. Et bon, il se plaint beaucoup. Je ne sais pas si vraiment il est si pauvre que ça, honnêtement, je sais pas. Alors, Mazet est un dandy, donc il ne s'habille, il ne porte que des vêtements très chers. Il s'habille chez Arnis. Apparemment, il continue de s'habiller chez Arnis, donc je ne sais pas quoi en penser. Ce type a toujours été subventionné, il a toujours été entretenu. Il a toujours été entretenu. C'est un type entretenu, c'est un homme entretenu, c'est clair. Bah, tout à fait. Et quand il était en Italie, il a quand même passé plusieurs mois dans un hôtel 4 étoiles, peut-être 6 mois, je ne sais pas combien exactement. Quelqu'un payait la note, forcément. Il a été entretenu pendant 2 ans par Pierre Berger et Yves Saint-Laurent dans les années 80. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est Christophe Girard, en fait, qui à l'époque dirigeait la Fondation Saint-Laurent, qui était la cheville ouvrière de ce financement. Et effectivement, il a été mis en cause. Christophe Girard, qui était adjoint à la maire de Paris, chargé de budget culturel. Mais ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que Christophe Girard, c'est le seul en fait qui est tombé. Et la raison pour laquelle il est tombé, c'est parce qu'un journaliste étranger, le correspondant du New York Times, a enquêté sur lui. Parce que sinon, Girard, il s'en tirait, je veux dire, c'était de l'eau sur les plumes d'un canard. Là, ils se sont heurtés à un journaliste étranger qui voulait c'est le seul. Oui, parce que dans l'article du New York Times, c'est le témoignage de Anis Hachmaïd qui, quand il était adolescent au Maroc, raconte que dans la villa de Pierre Berger et d'Yves Saint-Laurent, où Christophe Girard était invité de longues semaines, il l'a accusé de viol. Et Christophe Girard, effectivement, qui était attaché à la culture à la mairie de Paris, qui a le mandat le plus long en ce qui concerne cette fonction, en termes historiques, à la mairie de Paris. Il s'est quand même fait remarquer aussi, Christophe Girard, par le fait qu'il a lui-même proposé à la mairie de Paris une plaque hommage à Guy Hockenheim. Donc Guy Hockenheim, c'est le Spar, c'est Fou d'enfance, c'est l'apologie de la pédocriminalité dans les mêmes années que Matzneff, années 70. Guy Hockenheim était un très proche ami de Matzneff. Je peux faire une petite aparté historique. La mairie de Paris a dévoilé une plaque il y a quelques années, alors probablement toujours à la demande des mêmes, un vœu de la mairie de Paris pour glorifier la mémoire du dernier couple homosexuel brûlé vif en place de Grève pour cause d'homosexualité au XVIIIe siècle. La bonne blague. Alors, je connais l'histoire, je la connais même très très bien. Ils n'ont pas été brûlés vifs, ils ont été brûlés morts. C'était pas un couple parce qu'ils venaient de se rencontrer. Et si ça avait été un homme et une femme qui faisaient ça,
au même endroit, c'était le même tarif. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pendant l'époque où la police enlevait les enfants dans les rues. On ne savait pas trop pourquoi, mais il y a eu une révolte de parents, il y a eu un soulèvement d'une grande violence. Et l'affaire de ces deux homosexuels est arrivée juste à temps pour détourner la colère du peuple et a permis aux magistrats qui ont jugé, elle s'appelait Dio et Lenoir, ils ont été pris en flagrant délit rue Montorgueil. Hein. Ils disaient ça dans la rue, c'est bon, leur compte était bon. Hein, bon. Ils auraient dû normalement être admonestés, 3 coups de fouet sur les fesses et puis hop, repartir, servir la police comme indicateur. Et là, à la surprise générale, ils ont été condamnés à mort et exécutés. Alors, brûlés morts, hein, pas brûlés vifs, mais enfin exécutés quand même. Et personne ne comprenait pourquoi, parce que ça ne se faisait pas. Ça fait belle lurette qu'on n'exécutait pas les homosexuels en tant que tels. Donc, ce qui s'est passé, c'est que comme Paris était en état d'insurrection pour cause d'enlèvement d'enfants par la police, eh bien, les magistrats ont condamné Dio et Lenoir pour faire un exemple. Vous voyez, on est en termes de mœurs, ne croyez pas que la police soit laxiste. La justice n'est pas laxiste. Donc, Dio et Lenoir ont payé pour les enlèvements d'enfants. De là à leur faire une plaque à leur honneur, je veux dire, maintenant, vous empapaoutez au milieu de la chaussée, et là, vous avez droit à une plaque, c'est bien. C'est bien. C'est les nouvelles normes, c'est les nouvelles règles. Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, celui-là? Il s'est fait prendre en train de se faire mettre sous un lampadaire, au milieu de la nuit, au milieu d'une rue, voilà, devant les passants, parce que s'il n'y avait pas eu de passants, on ne les aurait pas pris. Et ça mérite une plaque, ça mérite le. Et alors, il y a un truc rigolo, c'est qu'il paraît, je ne suis pas allé voir, mais ça fait 3 fois qu'il change la plaque de place, parce qu'elle est systématiquement vandalisée. Les Parisiens sont pas si cons. Vous vous rendez compte? Des plaques à qui? Non, mais sans blague. Sans blague. Ça durera moins longtemps que les impôts, ces affaires. On va voir le bout. On en verra le bout. Justement, est-ce que Marion, il y a une note positive qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a des actions à mener? Comment vous voyez, vous, l'avenir de cette protection des pédocriminels judiciaires et médiatiques? Comment vous voyez l'avenir? Moi, je vois les choses évoluer vraiment dans le bon sens, parce que quand j'ai commencé à en parler il y a 30 ans, les gens ils faisaient ça. Hein. Ils disaient, mais enfin, ça, elle est folle. Qu'est-ce qu'elle raconte? Moi, la première fois que j'ai dit on disait pas pédocriminel, on disait juste pédophile, les gens me disaient, c'est quoi? Alors que maintenant, tout le monde a compris. Donc, l'évolution en 30 ans. Alors, je veux dire, moi, ma position par rapport à cette affaire-là, l'essentiel du mal provient du mensonge. C'est le mensonge, le mensonge, le mensonge. Le mensonge Kinsey, le mensonge des plannings familiales. Le mot planning familial est déjà un mensonge. On ne planifie pas la famille en tuant les bébés et en poussant à la masturbation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça, planifier la famille. Donc, les mensonges historiques, je vous ai raconté lesquels. Donc, le mal avance, et je vous ai dit, comprenez que ça vient de très loin, par la dissimulation et par le remplacement de la réalité par des leurres fabriquées qu'on met devant. Vous savez, comme les villages Potemkin. Hein. Donc, aussi longtemps que le mensonge tient, le programme avance. Mais dès que la vérité commence à émerger, la machine se grippe. Alors, je vous dis, moi, il y a 30 ans, quand on disait pédophile, les gens ne comprenaient pas ce qu'on disait. Et quand je racontais ce que je savais, on disait que j'étais folle. Et j'ai même des amis qui se sont fâchés avec moi parce qu'ils en avaient marre de m'entendre dire des conneries. Il y a des gens qui étaient chez moi qui sont partis en claquant la porte parce qu'ils ne supportaient pas d'entendre dire qu'on violait des enfants en France. Vous voyez le truc? On peut dire quand même que les choses évoluent dans le bon sens. Et tout le monde maintenant a compris de quoi on parle. Et ça, il y a un point de non-retour. Il y a un point de non-retour. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Pour nous, chercher la vérité et la dire. Il n'y a que ça à faire pour nous. Je ne suis pas militaire, je ne suis pas lutteur, voilà, je suis ni gendarme, ni policier, ni juge. Qu'est-ce qu'on peut faire? Chercher la vérité et la dire sans relâche, encore et encore, jusqu'à ce que la corde cède et que ce système criminel s'écroule. Et moi, je pense que c'est pour bientôt. Parce que quand je regarde l'évolution de la conscience collective sur le sujet, c'est incomparable aujourd'hui et il y a encore 30 ans. Ça fait 30 ans que je suis sur le sujet, ça fait 30 ans que je me bats sur le truc. J'aime autant vous dire que c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Donc je suis relativement optimiste. Alors optimiste, d'abord parce que j'ai la foi, alors quand on a la foi on est optimiste, mais parce que je vois que la conscience avance et elle ne recule pas. La conscience collective avance, on marque des points et il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Alors tant pis, l'ogre des disparus de Lyon mourra dans son lit, Gabriel Matzneff aussi probablement, mais n'empêche, ça avance. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Continuer à chercher la vérité, la dire, chercher la vérité, la dire, chercher la vérité, la dire. Alors, il y a la difficulté à laquelle nous nous heurtons, à laquelle je me heurte, et c'est la même difficulté pour tout le monde, c'est de se prémunir des infiltrés.
Les gens qui arrivent avec la gueule enfarinée en me disant « Moi, je lutte contre la pédophilie, rejoignez-moi », je me méfie. Je me méfie. Il est bien évident que les pédophiles se mettent dans toutes les instances qui luttent contre la pédophilie. On serait pédophile, on ferait comme eux. Comme on n'est pas pédophile, on le fait pas, mais on serait pédophile, on ferait comme eux. Donc tout est infiltré, tout ce qui est institutionnel est infiltré. Eh bien, il faut continuer, chercher la vérité, la dire. Alors, la vérité, c'est quoi? En termes historiques, c'est comme en termes journalistiques. Si vous citez vos sources, ça avancera. Hein, c'est pareil, Francesca. Vous avez été journaliste. La différence entre une information et une opinion, c'est que l'information, elle est sourcée, que l'opinion, c'est la mienne. Hein? Bon, en histoire, c'est pareil. Donc, si on a des informations à donner, si vous voulez savoir comment je sais qu'on trafiquait des milliers d'enfants à l'hôpital général, eh bien, c'est aux archives de l'assistance publique, les registres d'entrée et des sorties, entre les années 1747 et 1757, j'ai tout essoré. Vous pouvez aller y voir, vous pouvez aller vérifier. Et il faut continuer, chercher la vérité, la dire, chercher la vérité, la dire. Et pas se laisser impressionner par les gens qui vous insultent. Parce qu'alors là, d'ailleurs, c'est quand même un marqueur. Quand on commence à vous insulter, c'est que vous êtes sur le bon. Oui, ça c'est qu'on est du bon côté, c'est qu'on est sur c'est que vous êtes du bon côté. Alors, je voudrais rebondir justement sur cette histoire de source, parce qu'il y a une chose qui s'est passée en janvier 2020 quand est sorti le livre de Vanessa Springora et que le microcosme a été obligé de lâcher Malzneff. Une chose tout à fait étonnante qui s'est passée, c'est que ces éditeurs ont décommercialisé, si j'ose dire, une vingtaine de ces livres. Et ça, c'est quelque chose. Alors, la France est censée être la patrie de la liberté d'expression. La bonne blague. Quand même, je veux dire, quand même, retirer 20 livres de la circulation d'un coup, c'est énorme. Ça s'est jamais vu, ça s'est jamais vu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, il y a sur ces 20 livres, il y en a une quinzaine qui sont justement le fameux journal où Malzneff raconte tout ce qu'il fait. Qui est un peu comme un développement de son carnet d'adresses, et son carnet d'adresses était très très fourni. Donc en fait, non seulement il raconte ses petits bobos, ses distractions, ses frasques, ses déjeuners, etc. Mais le menu d'hier soir. Ah, le menu d'hier soir. Mais les crues sous la cendre. Oh là là. Mais il balance, il donne les noms de tous les gens qu'il connaît. Tout le temps, il balance tout le temps les noms. Il balance tout le temps les noms. Et donc parmi les éditeurs, il y a 4 éditeurs à ce moment-là qui suppriment, qui décommercialisent les livres. Il y a surtout Gallimard, mais il y en a aussi 3 autres. Il y a Léo Cher, qui est le mari de Nathalie Reims. Il y a Stock, et puis je ne sais plus quoi, je pense qu'il y en a un autre. Et donc, le résultat, c'est que le journal de Malzneff devient absolument introuvable. Le journaliste du New York Times dont je vous parlais, comment est-ce qu'il a fait pour enquêter? Eh bien, il est allé lui-même, ou alors il a envoyé un collègue, je ne sais pas, à la grande bibliothèque, et ils ont photographié chaque page de chaque volume du journal de Malzneff. Donc, c'est très important pour eux. En fait, c'est de faire disparaître les preuves, quoi. Et alors, je veux dire, c'est juste incroyable, quoi. Il y a encore beaucoup d'informations, je pense, à tirer du journal de Malzneff. Les choses ne sont pas dites toujours très clairement parce que c'est un journal qui a toujours été très sévèrement expurgé. En général, l'avocat en faisait enlever entre le quart et le tiers parce que c'était juste pas publiable. Mais voilà, importance des sources. Hein. Et dans ces avocats, les avocats de Gabriel Mazneff, il y avait quand même aussi des gens qui le protégeaient, notamment Thierry Lévy qui a fait la préface d'un de ses livres. Thierry Lévy, on l'a entendu aussi à la télévision. Oui. Et il y a aussi François Gibault. Oui, c'est ça. Alors Thierry Lévy, c'est une vieille histoire. Bon, il est mort aujourd'hui, Thierry Lévy, mais entre lui et Mazneff, c'était une vraie histoire parce que c'est lui qui a lancé Mazneff en tant que chroniqueur de presse. Mazneff a beaucoup publié dans la presse en plus de ses bouquins. Et donc, il a commencé cette carrière-là dans une publication qui s'appelait Aux Écoutes, qui appartenait à la mère de Thierry Lévy. Et après ça, Thierry Lévy l'a toujours défendu. Il faut savoir que Thierry Lévy, c'était une sorte de
de libertariens complètement fous qui voulaient vider les prisons, qui se disaient autoritaires au service de la liberté. Et donc, c'est lui qui a rédigé la préface de la Passion Francesca pour m'intimider, parce que Matzneff n'a jamais fait écrire de préface à aucun de ses livres par qui que ce soit, sauf ce livre-là. Et après, effectivement, il y a François Gibault, qui est un intéressant personnage. Il y a Emmanuel Pierrat, et tous ces gens forment vraiment, je vous dis, c'est la famiglia grande. Ainsi, Pierrat, il raconte que sa carrière a été lancée par Olivier Corpet, qui était le fondateur de l'Institut des mémoires de l'édition contemporaine, là dont je parlais, où se trouvent toutes les archives de Matzneff. Matzneff a dédié un roman à Corpet. Pierrat, qui se revendique franc-maçon, très porté lui aussi sur les écrits du marquis de Sade, qui a eu beaucoup de problèmes judiciaires depuis 2-3 ans, qui a dû fermer son cabinet, et qui est aussi, je crois, administrateur du musée Yves Saint-Laurent. Donc on voit le lien toujours avec Pierre Berger, Yves Saint-Laurent, etc. Et puis alors il faudrait aussi mentionner, bien qu'elle n'ait pas joué un rôle énorme, profitons-en, Clémence Debré, qui à l'époque était avocate, qui est une petite fille de l'ancien Premier ministre Michel Debré, qui a donc a renoncé à être avocate et qui aujourd'hui est écrivain et qui se revendique chasseuse de filles. Chasseuse de filles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle chasse les filles, comme Matzneff chasse les adolescents ou les enfants. Quelle époque! Quelle époque! Voilà et tous ces gens sont vraiment très proches les uns des autres. Vous commencez à enquêter sur l'un, vous tirez, vous retrouvez tous les autres. Et géographiquement, à Paris, c'est Saint-Germain-des-Prés, c'est quoi? C'est Saint-Sulpice, c'est quoi le quartier général? Pour moi, c'est vraiment le 7e arrondissement. Alors, Matzneff a écrit un livre qui s'appelle Boulevard Saint-Germain, parce que pour lui, il habite pas très loin du Boulevard Saint-Germain, mais du côté 5e. Mais vraiment, ça se passe entre la brasserie Lippe, les éditions Gallimard. Tous ces gens habitent le 7e arrondissement. Ça va jusqu'au cinéma La Pagode, qui appartenait à l'avocat Gibault, et lequel a un hôtel particulier juste à côté. Ça va jusqu'à la rue de l'Université, qui est l'adresse d'une des photographes attitrées de Matzneff. Enfin bon, je ne veux pas rentrer dans trop de détails parce que ça nous amène très loin, quoi. Je pourrais vous parler de ça pendant des heures. Matzneff a souvent dit qu'il postait lui-même des lettres à certaines personnes précieuses pour lui et que ces personnes n'habitaient pas très loin, quoi. Il n'avait pas besoin de les mettre à la poste, quoi. Il allait les mettre directement dans la boîte aux lettres voilà. Oui, c'est un tout petit milieu. C'est un tout petit milieu très imbriqué. En tout cas, Marion Sigaud, merci de votre présence. Francesca, merci. Colombe, merci pour toutes ces bonnes questions. Et dans le descriptif de la vidéo, je vous mettrai un article que je suis en train de terminer et à tout sur Matzneff. Allez, gros bisous, je m'en vais. Bye. Bonne soirée. Merci. Bye. Au revoir. Merci pour votre écoute et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien.